Dimanche 5 juillet 2026, bonjour et bienvenue sur la chaîne qui rassemble. Réduire les importations de viande et bâtir une filière bovine plus performante. La Côte d'Ivoire franchit une nouvelle étape avec l'inauguration du centre d'application et de spécialisation bovin de Boundiali, une infrastructure stratégique appelée à former une nouvelle génération d'éleveurs et de techniciens au service de la souveraineté alimentaire. On en parle en ouverture de ce journal. À plus de 57 millions de francs CFA mobilisés pour redonner espoir à 200 malades atteints d'éléphantiasis et d'hydrocèle. Une vaste chaîne de solidarité portée par le Rotary Club Abidjan Elixir afin d'offrir des interventions chirurgicales à des personnes souvent marginalisées. Une initiative qui place la dignité humaine au cœur de l'action sociale. Pendant ce temps, la situation sécuritaire reste extrêmement tendue au Mali. Après une série d'attaques coordonnées, les rebelles du Front de libération de l'Azawad annoncent avoir pris le contrôle d'Anéfis, une localité hautement stratégique dans le nord du pays. Les autorités maliennes assurent toutefois garder la maîtrise de la situation. La souveraineté alimentaire passe aussi par une production animale plus performante. Face à une consommation de viande en constante progression, la Côte d'Ivoire investit dans la formation, la modernisation et le renforcement des compétences des acteurs de la filière bovine. À Boundiali, dans le nord de la Côte d'Ivoire, le centre d'application et de spécialisation bovin ouvre une nouvelle page pour l'élevage national avec l'ambition de produire davantage et mieux. Le vice-premier ministre Atene Birahima Ouattara a procédé à son inauguration en présence de plusieurs membres du gouvernement. Pas que ces 21 bâtiments. Le CAS bovin, c'est-à-dire le centre d'application et de spécialisation pour la production de bovins de Pania dans la région de la Bagoue, s'étend sur 10 000 hectares, dont 700 pour la culture d'aliments pour bovins. Ici seront formés, par cycle de 3 ans, 1000 éleveurs professionnels pour produire à leur tour des races améliorées issues du croisement de bœufs. Il ne s'agit pas ici de célébrer la livraison d'une infrastructure supplémentaire. Il s'agit de doter notre nation d'un instrument de rupture destiné à accélérer la transformation de la filière bovine, à jeter un pont permanent entre la recherche scientifique et les producteurs, à vulgariser les innovations biotechnologiques et à hisser les compétences de nos acteurs aux standards internationaux. Le CAS bovin vient donc contribuer à réduire la dépendance de la Côte d'Ivoire en viande bovine, évaluée à plus de 40% des 99 milliards engloutis par les exportations de viande en 2023. Le président de la région s'est réjoui du choix de la Bagoue pour réaliser cette vision du gouvernement. Pour avoir porté avec détermination le projet pro-bovine et pour avoir choisi la Bagoue comme terre d'accueil du centre d'application et de spécialisation en élevage bovin. Monsieur le ministre, nos populations sont très heureuses de ce choix et elles mettront tout en œuvre pour la réussite de ce projet. Pour le vice-premier ministre, ministre de la Défense, l'objectif du chef de l'État, c'est la souveraineté alimentaire en ressources animales. Et booster la production animale n'est plus une option, mais un choix stratégique. Atene Birahima Ouattara dédie le CAS bovin aux jeunes. Derrière chaque kilogramme de viande produit localement, ce sont des emplois créés, des revenus distribués dans nos territoires, des devises économisées et une souveraineté nationale renforcée. C'est tout le sens de l'investissement que nous célébrons aujourd'hui. Le centre de Pania, chers jeunes, est le vôtre. Venez vous former. Venez saisir les opportunités. Soyez les acteurs du développement. Le CAS bovin est une retombée de la stratégie nationale pour l'élevage et la pêche. Il sera reproduit dans d'autres régions pour augmenter le cheptel du pays estimé à 2 900 000 bœufs en 2025. Le reportage est signé Corona Soro de la station régionale RTI Boaké.
Longue file d'attente devant les tribunaux, délais parfois interminables, multiples déplacements pour obtenir un certificat de nationalité ou un extrait de casier judiciaire. Pendant longtemps, ces contraintes faisaient partie du quotidien de nombreux Ivoiriens, mais depuis quelques mois, la justice ivoirienne connaît une véritable révolution numérique grâce à la plateforme e-Justice Côte d'Ivoire, e-justice.ci. Il est désormais possible d'effectuer plusieurs démarches judiciaires en ligne, de suivre son dossier en temps réel et de recevoir certains actes sans se rendre au tribunal. 18 mois donc après son lancement, cette plateforme couvre désormais l'ensemble des 39 tribunaux de première instance du pays. Mais comment fonctionne concrètement cette plateforme? Est-elle réellement accessible à tous et les données des usagers sont-elles suffisamment protégées? Pour répondre à toutes ces questions, nous recevrons dans le magazine du dimanche M. Seoulou Ogé-Kadé du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme. Monsieur Seoulou, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc coordonnateur des projets digitaux au ministère. Oui, exactement. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est nous qui vous remercions. Dans une demi-heure seulement, on se retrouvera pour notre échange. On attend. À tout à l'heure, M. Seoulou. Les femmes et les hommes qui nourrissent la Côte d'Ivoire étaient à l'honneur dans le handball. Au-delà des hommages, ce sont des actions concrètes qui ont marqué cette cérémonie de reconnaissance au monde agricole. Équipements agricoles, matériels biomédicaux, machines à coudre, réfrigérateurs et pagnes ont été distribués à plus d'1 millier de bénéficiaires de Katiola et de Dabakala. Une initiative portée par Maïmouna Koné Koulibaly, épouse du vice-président de la République, pour saluer le courage des producteurs tout en renforçant l'autonomisation des populations. Charles Tatou nous fait vivre les temps forts de cette cérémonie. Le handball fait partie des régions réputées pour les productions vivrières, l'igname, les céréales, le manioc, la patate douce et les maraîchers. Ces productions destinées à l'autoconsommation sont appuyées par les cultures de rente, notamment le coton et l'anacarde, avec des productions annuelles respectives de 80 000 et 100 000 tonnes. Les deux cultures pérennes permettent au handball de se classer parmi les 3 premières régions productrices du pays. Pour ces résultats, les agricultrices et agriculteurs de Katiola et d'Abakala reçoivent les hommages des cadres du handball avec à leur tête Maïmouna Koné Koulibaly, l'épouse du vice-président de la République. Nous sommes vraiment heureuses que ces personnalités-là pensent à nous les femmes, en nous donnant ces différents cadeaux-là. C'est une activité qui est facteur de cohésion. L'action de Maïmouna Koné Koulibaly à Dabakala et Katiola, appuyée par le conseil régional du handball. C'est vraiment avec une joie indicible que je m'associe pleinement à cette initiative. Du matériel agricole et biomédical, des machines à coudre et des complets d'épargne. Les dons sont faits dans le prolongement de la célébration des pères et des mères du handball. L'heure est désormais à la correction des copies. Une étape décisive vient de s'ouvrir dans le processus des concours administratifs 2026, très attendu par des milliers de candidats à travers le pays. Plus de 80 000 copies seront examinées par 500 correcteurs mobilisés afin de garantir des résultats crédibles et impartiaux. Le lancement officiel de cette phase s'est déroulé au lycée technique de Cocody sous la supervision du ministère de la fonction publique. Michel Mambo nous en dit davantage. Transparence, équité, célérité. Les principes qui devront guider leur travail. 7h30 déjà, ils sont sur place au lycée technique de Cocody, 500 correcteurs, face à eux 80 276 copies à corriger pour cette première séquence de correction des épreuves écrites des concours administratifs. La directrice de cabinet de la ministre d'État, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, également sur les lieux pour s'assurer de l'effectivité du démarrage. La gendarmerie nous a transmis les copies déjà ce matin, très tôt, et c'est devant vous que nous avons ouvert les malles
pour dire que la sécurité des copies est garantie. En termes d'instruction, nous avons demandé au correcteur de corriger les sujets en mettant un point d'attention sur le travail effectif des différents candidats. Ne pas se précipiter pour corriger, on va dire, le maximum de copies, mais prendre le temps de pouvoir faire les corrections comme il se doit. Valérie Diebry-Nguessan, directrice des concours, rassure également la rigueur est de mise. Les corrections se font à Abidjan et à Yamoussoukro avec l'INPHB. Les tests ne permettent pas à un candidat de demander qu'on revoie sa copie s'il estime la note ne reflète pas son travail. Pour cette première séquence de correction pour les compositions tenues les 27 et 28 juin dernier, les premiers résultats sont attendus dans une quinzaine de jours. Michel Mambo, notre chef des éditions du jour. Former donc les futurs fonctionnaires est essentiel, sauver des vies l'est tout autant. Derrière chaque maladie oubliée se cache souvent une souffrance silencieuse. L'éléphantiasis et l'hydrocèle continuent d'affecter des centaines de personnes, les privant parfois de leur mobilité, de leur emploi et même de leur dignité. Face à cette réalité, le Rotary Club Abidjan Elixir a choisi d'agir en mobilisant plus de 57 millions de francs CFA pour financer la prise en charge médico-chirurgicale de 200 patients. Une initiative profondément humaine qui redonne espoir à des familles entières. Le reportage est signé Landry Glazaï, Aurélia Drokula, Ismaël Dramé et Bouraï Maguiré. L'éléphantiasis se manifeste par un gonflement anormal de la jambe. L'hydrocèle est une accumulation de liquide autour de l'organe génital de l'homme. Les personnes atteintes par ces deux maladies tropicales sont le plus souvent vulnérables. Les personnes atteintes de ces maladies sont des personnes qui sont marginalisées, stigmatisées et qui, en général, se replient sur elles-mêmes et s'isolent donc en dehors des communautés. Redonner du sourire aux personnes atteintes de l'éléphantiasis et de l'hydrocèle, c'est la mission que s'est assignée le Rotary Club Abidjan Elixir. L'organisation s'engage pour la prise en charge médico-chirurgicale de 200 malades. À ce dîner de gala de bienfaisance, plus de 57 millions de francs CFA sont mobilisés. 57 millions de francs CFA destinés à la prise en charge chirurgicale de 100 cas d'hydrocèle et à la prise en charge de 100 cas d'éléphantiasis. Cette action en faveur des personnes malades traduit l'engagement du Rotary Club Abidjan Elixir en faveur du développement communautaire et de l'action sociale. Rotary, Rotary, Rotary. L'investissement dans le capital humain passe également par l'éducation et la formation. S'ouvrir davantage au monde, maîtriser l'anglais et renforcer la protection des Ivoiriens vivant à l'étranger, ce sont les ambitions portées par deux nouveaux accords. Des accords conclus à Accra par l'ambassade de Côte d'Ivoire au Ghana. Le premier ouvre les nouvelles perspectives de formation linguistique, tandis que le second concerne la couverture assurantielle de la communauté ivoirienne installée dans ce pays voisin. Les explications de Régis Kofi. Deux accords de partenariat signés à l'ambassade de Côte d'Ivoire au Ghana. Le premier entre la représentation diplomatique et l'université Pentecôte d'Accra. Cette convention concerne les professionnels, les travailleurs, les étudiants et aussi les personnes de l'ambassade. Alors, concernant les personnes de l'ambassade, l'université décide à travers cette convention de venir ici, au niveau de l'ambassade, pour les former. Et l'université a décidé aussi, également, de donner une bourse à tous les étudiants ivoiriens qui viendront pour s'inscrire. Le second accord, sous la supervision de l'ambassadeur Félix Assilou, a été signé entre une maison d'assurance et le président des Ivoiriens vivant au Ghana. Ça vient pour soulager nos compatriotes qui ont traversé pas mal de moments difficiles au Ghana
Et vous savez que ce n'est pas facile de vivre à l'étranger et surtout sans assurance. Et voir cette maison d'assurance aujourd'hui accompagner les Ivoiriens vivant au Ghana, c'est vraiment un ouf de soulagement. Après cette double cérémonie de signature, les acteurs ont été invités à visiter les locaux de la nouvelle ambassade de Côte d'Ivoire au Ghana en chantier. Le site de 5000 mètres carrés abrite un bâtiment de 5 niveaux, y compris le sous-sol. Ce refuge institutionnel pour près de 4000 Ivoiriens vivant au Ghana sera opérationnel dans quelques mois. L'emploi de demain se construit aussi sur les bancs de l'université pour encourager les étudiants à devenir des créateurs d'entreprises plutôt que de simples demandeurs d'emploi. Un club d'entrepreneuriat vient de voir le jour à Abidjan, une initiative destinée aux étudiants des filières mines, pétrole et énergie afin de stimuler l'innovation, la créativité et l'esprit d'entreprise. Le reportage est signé Juliette Ouya. Un club entrepreneuriat pour booster l'employabilité des étudiants inscrits dans la filière mines, pétrole et énergie des universités et grandes écoles de Côte d'Ivoire. Nous allons plus nous baser sur le contenu local, c'est-à-dire après les différents diplômes. On remarque que nos étudiants ont du mal à trouver du travail. Et nous allons nous baser sur la formation de nos étudiants. Ce programme est une initiative d'entrepreneurs ivoiriens. Il faut que je mesure la tâche qui est la mienne de pouvoir accompagner ces jeunes, les inspirer, leur montrer que l'entrepreneuriat est une solution pour lutter, on va dire, contre le chômage des jeunes, leur expliquer que notre pays est en train de connaître un changement. Ce club va consister à sensibiliser sur l'entrepreneuriat, à développer des projets entrepreneuriaux, de l'idée à la réalisation et de faire de ces jeunes-là les futurs entrepreneurs, le bras opérationnel de l'économie ivoirienne. Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique soutient et encourage le projet de club entrepreneuriat. À nos étudiants, à nos diplômés, je dirais que c'est une grande opportunité. Il faut qu'ils la saisissent et qu'ils s'y donnent à fond afin d'être des pionniers dans ce secteur-là. Le tout premier club entrepreneuriat a été officiellement installé en novembre 2025 à l'Université polytechnique de Mans, dans la région ouest du pays. Et parce qu'un enfant a davantage sa place dans une salle de classe que dans une plantation, une coopérative agricole a décidé d'investir dans l'avenir. À Robert Porte, dans le département de Méagui, la construction prochaine d'une école doit permettre de renforcer la scolarisation des enfants et de lutter durablement contre le travail des mineurs en milieu rural. Une initiative saluée par les autorités locales et les populations. Martha Kissi et Michel Kwame nous expliquent comment ce projet pourrait changer durablement le quotidien de toute une communauté. La première pierre de la future école à Robert Porte est désormais posée. La coopérative KPR donne le coup d'envoi de ce chantier. Dans quelques mois, 6 salles de classe et un bureau administratif accueilleront les enfants du village. Nous estimons que s'il n'y a pas d'infrastructure éducative, ça serait difficile pour nous d'atteindre notre objectif. L'augmentation des structures d'accueil est un soulagement pour nous et nous voudrions saisir l'occasion pour dire merci à la coopérative EKPR. Parents, enseignants et élèves assistent à ce moment symbolique. Pour les autorités locales, chaque salle de classe construite est un pas de plus dans la lutte contre le travail des enfants. Que des structures privées encouragent l'enseignement pour l'éducation des enfants, il nous appartient, nous, en tant que pouvoir public, de venir les accompagner. L'école n'est pas encore sortie de terre, mais pour les habitants, l'espoir, lui, est bien déjà présent. Former, entreprendre et éduquer sont des leviers essentiels du développement. Encore faut-il garantir un environnement sûr, un environnement attractif et respectueux des règles. Bars, maquis, restaurants, salons de coiffure, espaces de loisirs, les contrôles s'intensifient dans plusieurs communes d'Abidjan. L'inspection générale du tourisme et des loisirs veut s'assurer que ces établissements respectent les normes en vigueur afin de garantir la sécurité des usagers et d'améliorer la qualité des services proposés. Après Abobo et Anyama, étape à Yopougon où les équipes multiplient les vérifications sur le terrain. C'est Davis Oyo qui nous y conduit.
17h, quartier Maroc, dans la commune de Yopougon. Aux alentours du carrefour Mosquée, un checkpoint des agents de l'inspection générale du tourisme et des loisirs d'Abidjan Nord. Mission du jour, s'assurer que les établissements de loisirs respectent les normes. Fast-food, maquis, bars, salons de coiffure, autant d'espaces visités et inspectés en cette soirée. Je ne savais pas qu'on devait avoir un papier pour avoir une autorisation d'ouvrir de leur part. Ils nous ont dit qu'on devait se rendre au plateau pour aller régler les formalités d'ici 48 heures. Ils nous ont dit que c'est juste pour remplir la paperasse, sinon il n'y a pas de demande à payer en tant que tel. Ce sont des visites qu'on n'a vraiment pas l'habitude de voir, mais on peut comprendre qu'il y a du sérieux dans ce qu'ils sont en train de faire, parce qu'il est important de pouvoir avoir un suivi. Cela voudrait dire que les choses sont prises très au sérieux. Cette visite inopinée de l'Inspection générale du tourisme et des loisirs s'inscrit dans le cadre d'une vaste campagne de contrôle et de mise sous scellé des structures illégales dans les communes d'Abobo, d'Anyama et de Yopougon. Nous sommes déjà à 600 établissements auxquels on a laissé des mises en demeure. Mais il y a des opérateurs qui ne cherchent pas à se mettre à jour. Il faut assainir le secteur du tourisme. Actuellement, c'est la phase, on est en train de leur demander de mise en demeure. Mais lorsqu'ils ne feront pas l'effort d'avoir l'acte, on va passer à la phase de répression. Entreprise sur 2 semaines, cette opération vise surtout à assainir le secteur du tourisme et des loisirs dans le district autonome d'Abidjan. Un reportage signé Davis Oyo. Aïcha Koné et Chantal Taïba, 2 voix, 2 parcours, 2 icônes, une même passion, faire vibrer les cœurs, sublimer notre culture et laisser une empreinte indélébile dans l'histoire de la musique ivoirienne. À l'occasion de la Fête des Mères, elles ont offert au public un spectacle philharmonique unique en son genre, accompagné par des musiciens d'exception. Elles ont réinventé leurs plus grands titres, revisiter leur élégance dans des arrangements classiques pour un voyage musical intense et émouvant. Deux étoiles, 2 icônes de la musique ivoirienne, Chantal Taïba et Aïcha Koné, en attraction sur une seule et même scène pour la même cause. Les 2 artistes revisitent des titres cultes de leur répertoire long comme le bras, repris en chœur sous forme de musique classique, transcrite en partition. Le tout accompagné de l'orchestre Les Chœurs d'Ivoire et Ohama. Nous gardons tous ces grands classiques-là qui ont fait la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui. Nous les reprenons en chœur pour les jeunes générations, pour passer le témoin aux jeunes qui n'ont pas connu tous ces grands artistes-là. Notre musique que vous connaissez, mais embellie à un autre niveau. C'est avec joie que je participe à cet événement. C'est vrai que j'ai l'habitude de voir ça, mais vraiment être dedans, comme ce qu'on va faire là, c'est la toute première fois. Ce cocktail de nostalgie nourri par les souvenirs et les émotions que soulèvent les retrouvailles bien appréciées par le public. Avec les instruments qu'on a, ça sort de l'ordinaire au fait. En tout cas, c'est exceptionnel. Le concert est top. Époustouflant, unique en son genre. Je suis super heureuse. C'est un spectacle qui, à Broadway, je dis bien, aux États-Unis d'Amérique, a son pesant d'or. Solidarité artistique au service de l'humain, c'est bien à ce niveau que les 2 chanteuses ont bien voulu placer le curseur. Ce concert philharmonique promet de rester encore longtemps dans la mémoire des mélomanes. Un reportage signé Dongui. 50 années de scène, 50 années de passion et de fidélité à une identité culturelle. Peu d'artistes peuvent se prévaloir d'un parcours aussi riche que celui de Kumba Kouyaté. Véritable gardienne des sonorités mandingues, elle a traversé les générations sans jamais renier ses racines, portant haut les couleurs d'un patrimoine musical devenu une référence en Afrique de l'Ouest. Entre hommages, témoignages et émotions, le public lui a rendu un vibrant hommage pour une carrière exceptionnelle. Le reportage est signé Fako Ouattara et Sephora Zegui avec la collaboration technique de Roger Nguesson. Une salle en fête, des ovations et beaucoup d'émotions. Ce soir, le public célèbre les 50 ans de carrière de Kumba Kouyaté.
Parents, amis, fans et artistes se sont réunis pour rendre hommage à cette grande figure de la culture mandingue. Un parcours exceptionnel, marqué par des décennies de musique, de transmission et de partage. Koumba Dia est une artiste que j'aime beaucoup. C'est une très grande cantatrice mandingue qui est profondément dans la tradition. Je suis là ce soir pour revivre les souvenirs de mon enfance. Pour ses admirateurs, Koumba Kouyaté est bien plus qu'une artiste, une véritable icône dont les œuvres continuent d'inspirer plusieurs générations. 50 ans de carrière et que Koumba, c'est une étoile et qui a mis aussi les étoiles dans le monde. Au fil des années, sa voix et son engagement ont contribué au rayonnement de la culture mandingue. J'ai la joie parce que j'ai vu mes fans et mes enfants, mes petits-enfants, mes soeurs à côté de moi. Vraiment, je suis heureuse. L'artiste a tenu à remercier son public pour sa fidélité et son soutien tout au long de cette aventure musicale. Une soirée d'hommage placée sous le signe de l'émotion qui célèbre 50 années de passion, de talent et de transmission culturelle. Place à un autre hommage, cette fois destiné à des femmes qui continuent de faire preuve d'un courage admirable face aux épreuves de la vie. Et derrière chaque veuve, il y a souvent une histoire de résilience, une histoire de courage et de reconstruction. À Abobo, la journée internationale des veuves a été l'occasion de rappeler que ces femmes ne doivent ni être oubliées, ni laissées seules face aux difficultés du quotidien. L'ONG Espoir pour tous plus leur a rendu hommage à travers une cérémonie de solidarité, de sensibilisation et d'accompagnement destiné à promouvoir leurs droits et leur dignité. Un message fort en faveur de l'inclusion sociale et de la protection des plus vulnérables. Le reportage de Jean-Baptiste Ndri, Aurélia Drokoula et Salomon Drin vous sera proposé dans nos prochains journaux. La solidarité est l'un des piliers de la cohésion nationale. Un autre pilier demeure le dialogue entre les communautés. Les huitièmes de finale de la Coupe du Monde 2026 continuent de livrer leur lot de spectacles et d'émotions. Le Maroc poursuit son incroyable aventure en devenant la première nation africaine à atteindre les quarts de finale lors de 2 Coupes du Monde consécutives. Les Lions de l'Atlas ont une nouvelle fois impressionné par leur maîtrise et leur réalisme. Dans l'autre rencontre, la France s'est imposée grâce à son capitaine Kylian Mbappé. Dans cette rencontre qui opposait le Maroc au Canada, les Rouges ont joué avec un bloc haut en 4-4-2 qui a gêné les Lions de l'Atlas à la relance. Et ils ont surmonté les 20 premières minutes très compliquées durant lesquelles ils étaient étouffés par le pressing canadien. Incapables de sortir de la moitié du terrain, les partenaires d'Achraf Hakimi ont même perdu sur blessure Ismaël Saibari, leur meilleur buteur, mais ils n'étaient pas menés à la pause. En deuxième période, c'est une toute autre histoire. Après des ajustements techniques de Mohamed Ouabi, le Maroc ouvre le score à la 50e minute. Sur une combinaison, sur coup franc, Hakimi sert parfaitement Azedine Ounehi qui enroule sa frappe avec finesse et trompe Maxime Crépeau. Libéré par ce but, les Marocains affichent un visage plus séduisant en multipliant les assauts. Une domination validée à la 82e minute sur une contre-attaque. Brahim Diaz, bien lancé en profondeur, offre un but sur le plat à Ounehi qui n'a plus qu'à ajuster le gardien en une touche. Dans les arrêts de jeu, Brahim Diaz sert Sofiane Raimi qui permet au Maroc de s'imposer 3-0. À Philadelphie, les Bleus ont du mal à trouver des espaces face à un bloc bas paraguayen très dense et des fautes répétitives. Les frappes de loin se suivent et se ressemblent. La première période a été très pauvre en occasion malgré la domination de l'équipe de France. 0-0 à la pause. De retour des vestiaires, les Français passent à la vitesse supérieure en mettant du rythme dans la transmission. L'éclair de génie va finalement venir du banc avec Désiré Doué qui quelques minutes après son entrée en jeu se fait faucher dans la surface. Mbappé conclut sur penalty à la 70e minute. Les Paraguayens tentent de revenir au score à la 90e minute mais sans succès pour Mauricio. Le capitaine des Bleus aurait même pu inscrire un doublé dans les arrêts de jeu. L'équipe de France bat le Paraguay 1-0 et se qualifie pour les quarts de finale où elle affrontera le Maroc pour un remake de 2022.
Des terrains de foot aux zones de conflit, le contraste est saisissant. Direction le Mali où la situation sécuritaire connaît une nouvelle dégradation. Le nord du pays replonge dans une zone de forte turbulence. Une série d'attaques coordonnées menées par des groupes rebelles et djihadistes ravivent les inquiétudes sur l'évolution de la crise sécuritaire dans le pays. Au cœur de cette offensive, la localité stratégique d'Anefis où les rebelles du Front de libération de l'Azawad affirment avoir pris le contrôle de positions importantes après de violents affrontements avec l'armée malienne et ses alliés russes. Bamako assure que la situation est maîtrisée, mais ces opérations simultanées témoignent d'une pression militaire persistante sur plusieurs fronts. Au-delà des crises qui secouent le monde, l'innovation continue de transformer le quotidien des citoyens et c'est justement l'ambition de notre Dimanche Magazine qui met cette semaine en lumière une réforme appelée à moderniser durablement le fonctionnement de la justice ivoirienne. Vous êtes dans le magazine du dimanche. La justice ivoirienne accélère donc sa transformation numérique, dépôt de dossiers, suivi des procédures, délivrance de documents. De nombreuses démarches basculent progressivement vers le numérique afin de rapprocher davantage le service public des citoyens et d'améliorer son efficacité. Notre invité est installé. Il nous expliquera comment cette révolution est en train de changer le visage de la justice en Côte d'Ivoire. Nous suivons d'abord ce reportage, puis nous nous retrouvons M. Seoulou pour échanger pendant un quart d'heure. L'appareil judiciaire ivoirien poursuit sa digitalisation. De ce fait, le ministère de la Justice lance 11 nouvelles juridictions sur la plateforme e-Justice, portant le nombre de 28 à 39. Une initiative qui facilitera l'établissement des extraits dates de naissance et de casiers judiciaires. La réduction des délais, sécurisation des actes et l'égalité de traitement des usagers sont d'autres enjeux de ce programme digital. C'est un plaisir pour nous, on va plus souffrir pour faire nos pièces. La numérisation du système judiciaire ivoirien traduit la volonté du gouvernement d'offrir des services de qualité aux populations. Je me réjouis particulièrement de voir cette dynamique de modernisation bénéficier aux populations de notre région. Les habitants de Divo et des localités environnantes aspirent, comme tous les Ivoiriens, à une justice plus proche, plus rapide et plus efficace. Je nourris l'espoir que les réalisations que nous célébrons aujourd'hui contribueront durablement à renforcer la confiance des citoyens dans leur justice et à améliorer la qualité du service public qui leur est rendu. Je me réjouis de l'intégration effective des 11 nouvelles juridictions à la plateforme e-Justice. Point d'orgue de cette cérémonie, l'inauguration du parquet près du tribunal de première instance de Divo. Cette infrastructure permettra aux acteurs du secteur de se rapprocher davantage des populations de Divo. Monsieur Seoulou, bienvenue encore une fois sur notre plateau. Alors, pendant des décennies, obtenir un certificat de nationalité ou un extrait de casier judiciaire rimait avec longue file d'attente, avec difficultés, déplacements et parfois découragement. Aujourd'hui, dites-nous réellement, qu'est-ce qui a changé avec la plateforme e-Justice ? D'accord. Merci beaucoup déjà de nous avoir invités sur ce plateau. Ce qu'on peut dire, ce qui change avec la plateforme e-Justice, c'est la facilité avec laquelle désormais n'importe quel Ivoirien à travers le monde peut, à partir d'un simple téléphone, se connecter à une plateforme numérique et faire sa demande en ligne et le recevoir également de manière électronique. Donc aujourd'hui, la procédure est beaucoup plus simplifiée. On n'a plus besoin de se rendre physiquement dans une juridiction. À partir d'un téléphone, d'un ordinateur ou d'une tablette, de tout outil connecté à Internet, la demande peut se faire et puis voilà. Quels sont aujourd'hui les actes judiciaires que l'on peut obtenir en ligne, pour être concret ? Pour être concret, on va dire qu'avant le lancement, le lundi de la semaine dernière, on avait le certificat de nationalité, on avait le casier judiciaire, bulletin numéro 3 pour les Ivoiriens nés en Côte d'Ivoire. Et on avait également le duplicata du certificat de nationalité qui pouvait s'obtenir sur e-Justice. Mais depuis le lancement et la connexion de 100% des juridictions de Côte d'Ivoire à e-Justice, on a intégré de nouvelles fonctionnalités, notamment la possibilité pour les étrangers vivant en Côte d'Ivoire de faire leur demande de casier judiciaire en ligne également sur e-Justice, mais surtout
Là où c'est encore plus intéressant, c'est pour les Ivoiriens nés à l'extérieur qui avaient des difficultés parce que c'est une direction du ministère de la Justice qui s'appelle la DACP, la direction de l'État civil, et qui délivrait ce acte-là. Aujourd'hui, cette direction est connectée à e-justice et pourra délivrer pour les Ivoiriens nés à l'extérieur le certificat de nationalité, le casier judiciaire, dans son bulletin numéro 3. C'est ça. Voilà. Lesquels, les documents, lesquels seront bientôt disponibles? Qu'est-ce qui reste encore? Le système judiciaire a environ une soixantaine d'actes et les plus demandés, qui représentent 80% des demandes dans les juridictions, sont déjà en ligne. Voilà. Les actes qui vont intégrer, c'est certainement le jugement supplétif, les actes d'individualité et tous les autres actes que la justice fait au quotidien pourront être disponibles dans pas très longtemps sur e-justice. On parle d'un délai moyen inférieur à 72 heures, c'est bien ça. Comment vous arrivez à garantir une telle rapidité alors que la justice, on le sait, on a l'habitude d'entendre qu'elle est assez lente? D'accord. Je pense que le ministère de la Justice n'est pas en train de juste déployer des outils. Le ministère de la Justice est en train de se transformer profondément au niveau des process. Donc, ce n'est pas juste un outil numérique qui est mis à la disposition des usagers, c'est surtout un changement dans la conduite même des différents actes, dans la production de ces différents actes qui est améliorée grâce à l'utilisation du numérique. Aujourd'hui, au niveau des juridictions, les processus sont optimisés. Et les magistrats, en tout cas le personnel de la justice qui intervient, est formé pour pouvoir en tout cas respecter une certaine qualité de service et un certain nombre de délais pour les usagers. Voilà, donc la clé, c'est vraiment de s'appuyer sur le main, de le former et surtout de pouvoir optimiser les processus que nous, on a fait avec e-justice. Alors, pour un Ivoirien qui découvre la plateforme pour la première fois, prenons le cas par exemple de mon chef de plateau, Jean-Noël Ngoran, qui découvre cette plateforme pour la première fois, comment ça fonctionne concrètement, depuis la demande jusqu'à la réception du document? Ok. Pour quelqu'un qui découvre aujourd'hui, par exemple, la plateforme e-justice, il peut simplement se connecter à partir d'un navigateur, taper e-justice.ci, il va atterrir sur la plateforme et sur cette plateforme, il aura l'ensemble des actes qui sont disponibles directement à partir de faire une nouvelle demande. Il pourra sélectionner son acte, renseigner un formulaire, charger les pièces justificatives de ce formulaire-là directement dans la plateforme, payer en ligne et puis pour lui, la procédure s'arrête là. La justice récupère le dossier, traite électroniquement cette demande-là et lui génère en fait la réponse, son acte de manière électronique. Et lorsque l'acte arrive de manière électronique, l'acte embarque en fait toute la sécurité qui lui permet d'avoir la valeur juridique qu'il avait initialement lorsqu'il partait en juridiction pour récupérer un document papier. Donc, à partir de là, on va dire que les procédures sont vraiment plus simples. Et voilà. Et il procède à l'impression de son document. Il imprime l'acte et l'acte fait foi. Et c'est tout. Et la plateforme couvre les 39 tribunaux de première instance de Côte d'Ivoire. Exactement. Les 39, toute la Côte d'Ivoire est connectée depuis le lundi dernier. Plus de 2 millions d'actes auraient déjà été délivrés. Est-ce qu'on peut parler à ce moment-là de forte adhésion des Ivoiriens ou encore, c'est pas encore la grande affluence? Pour vous dire vrai, nous, on estime que c'est vraiment une forte adhésion des populations parce que les juridictions qu'on a connectées, on s'est rendu compte en analysant les statistiques que les chiffres ont été quasiment doublés d'une année à une autre. Une juridiction qui faisait par exemple 1000 actes, lorsqu'elle est connectée, va faire 2000 actes. Donc on estime que la simplicité de la procédure... Il n'y a plus de rang. Voilà, oui. rend plus facile en fait les demandes et que les volumes de demandes augmentent considérablement, oui. Et l'une des grandes innovations est le cachet électronique visible. Comment il protège les Ivoiriens, les citoyens contre les faux documents qui circulaient autrefois? Ok, le cachet électronique visible, c'est une norme de sécurité qui permet d'encrypter en fait un certain nombre d'éléments de cybersécurité et même les signatures, la nature de la juridiction, le type d'acte. Le cachet électronique est une norme qui est délivrée par un organisme qui a le mandat de son pays pour pouvoir le délivrer. Et ici en Côte d'Ivoire, celui qui délivre le cachet électronique pour l'État de Côte d'Ivoire, c'est l'ONESI,
l'Office national de l'identification. Voilà. Et donc, grâce à un partenariat fort que le ministère de la Justice a avec l'ONESI, nous avons cette technologie-là qui permet non seulement de pouvoir sécuriser nos actes, mais également de pouvoir faciliter en fait l'authentification de ces actes à travers une application mobile gratuite, accessible sur les stores, qui s'appelle Verif by ONESI. Lorsque vous téléchargez cette application, vous scannez le CEV, vous avez la remontée de données qui vous donne toutes les informations en fait de ce qui est contenu dans le CEV. Grâce à ce système, on a des actes qui sont infalsifiables parce que la procédure de génération du CEV est strictement sécurisée. Ça m'amène à vous poser la question suivante. Lorsque vous mettiez en place ce processus de numérisation, l'objectif c'était quoi? Est-ce de réduire uniquement les délais, contribuer à rendre la justice plus transparente ou limiter certaines mauvaises pratiques? C'est tout à la fois. Lorsque le ministère de la Justice lance en fait e-justice, il veut répondre à plusieurs problématiques qu'il a lui-même observées. La lenteur, la difficulté d'accès à certains actes et puis surtout rendre la justice accessible aux usagers. Aujourd'hui, on n'a plus besoin, à partir de son téléphone, on n'a plus besoin de se déplacer pour aller dans une juridiction pour obtenir un acte. On n'a plus besoin également de recourir à quelqu'un qui n'est pas dans le système judiciaire pour pouvoir accélérer nos procédures pour avoir un acte. Tout le monde est équitable vis-à-vis du système judiciaire. Vous vous connectez, vous faites votre demande en ligne, vous payez en ligne. Premier arrivé, premier servi, vous avez votre acte sécurisé et puis voilà. Donc le ministère de la Justice a voulu répondre à l'ensemble des problématiques observées grâce à juste un outil numérique qui fonctionne aujourd'hui et qui fait sa fierté. Voilà. On est tous traités équitablement, vous l'avez dit. On peut donc dire qu'avec e-justice, les passe-droits appartiennent au passé. En tout cas, ça y ressemble. Il y en a eu déjà? Sur e-justice? Non. Il y en a eu beaucoup de passe-droits. Il fallait connaître quelqu'un, remettre quelque chose pour que ton dossier avance. Sur ce qu'on appelait le phénomène des magouillas, des personnes qui offraient la promesse aux usagers d'obtenir des actes plus rapidement, ce qu'on a constaté après une grosse étude qui a été réalisée, c'est que généralement, ils faisaient du faux. Les documents n'étaient pas vrais. Non, ce n'étaient pas des vrais documents. Ils imitaient en fait la signature des magistrats. Et ils avaient carrément une industrie qui utilisait les imprimés que le ministère de la Justice avait pour produire des vrais faux documents. Voilà. Donc, en lançant e-justice, non seulement, on n'a plus besoin des imprimés parce que le système passe en ligne et la signature du magistrat ne peut plus être falsifiée parce que le magistrat il signe électroniquement. Ces margouillas-là, comme vous dites, venaient donc narguer les magistrats eux-mêmes en imitant... il y en a eu beaucoup, donc, que vous avez pu arrêter. Ils avaient mis en place une industrie qui faisait des vrais faux documents. Vous avez pu démanteler et les mettre aux arrêts. Bien sûr, oui. D'accord. Vous répondez quoi à ces citoyens qui craignent que leurs données personnelles soient piratées? Quand j'entends ça, souvent, ça me fait sourire. C'est une œuvre humaine. Une œuvre humaine, elle n'est pas forcément parfaite à 100%, mais il faut se dire que le ministère de la Justice ne lance pas un outil comme ça en ne prenant pas une panoplie de précautions. Déjà, il faut comprendre que dans l'ADN de la justice est conçue pour traiter les données. Donc, lorsque vous avez un procès, lorsque vous venez faire un acte de justice, la justice, les magistrats sont assermentés, formés et savent traiter les données à caractère personnel. Certes. Donc, il n'y a vraiment pas d'inquiétude à avoir et le système qui est mis en place repose sur une infrastructure qui est souveraine et un data center propre au ministère de la Justice qui respecte les normes de cybersécurité les plus exigeantes dans le monde. Voilà. Donc, je pense que des précautions sont prises pour rassurer les usagers. Et voilà. Certaines personnes âgées ou déconnectées des outils numériques ou encore vivant dans des zones rurales ne maîtrisent ni Internet ni les smartphones. Est-ce que cette plateforme numérique que vous mettez en place ne sera pas une autre forme d'exclusion? Non. L'outil est pensé en tout cas pour ne pas
favoriser une exclusion, par exemple, numérique des personnes qui ne sont pas acculturées au digital. On est même en train de s'appuyer sur des administrations telles que le ministère de la Transition numérique qui a des postes. La Poste, vous savez que la Poste a plusieurs bureaux à travers le pays. Donc, on est en train d'envisager en tout cas la possibilité de permettre aux usagers de pouvoir s'appuyer sur les bureaux de poste pour avoir un appui, pour faciliter en tout cas la délivrance des actes. L'idée, c'est que le projet soit le plus inclusif possible. Et comme c'est un projet national, c'est vrai qu'il est porté par le ministère de la Justice, mais c'est pour l'ensemble, en tout cas de l'administration publique. Donc, toute l'administration va mettre sa synergie à l'œuvre pour faire en sorte que le projet soit le plus inclusif possible. Non. Lorsque je paye en ligne et que je ne reçois pas mon document ou que je ne le reçois pas dans les délais annoncés, c'est quoi le recours? Déjà, la plateforme a une rubrique qui s'appelle réclamation. Lorsque vous allez tout en bas du site, vous avez la possibilité de faire une réclamation en ligne. Ça, c'est la première option que vous avez. La seconde option, c'est que vous avez dans la partie contact des numéros de téléphone du call center du ministère de la Justice que vous pouvez appeler et vous allez vous faire assister en ligne. Au-delà de la partie call center, vous avez la possibilité, si vous le voulez, de vous rendre dans la juridiction où vous avez fait votre demande. Vous allez avoir les professionnels de la justice sur place qui vont vous assister et pourront vous apporter une réponse à votre problématique. Certains usagers se plaignent encore de bugs, de lenteur ou de difficultés à finaliser leur demande. Est-ce que vous reconnaissez là que tout n'est pas encore parfait? Tout n'est pas encore parfait, mais on n'a pas connaissance de bugs sur la plateforme parce qu'on a des outils de supervision qui nous permettent de savoir que depuis le lancement, en janvier 2025 à aujourd'hui, on a eu 2 minutes d'indisponibilité du service parce qu'on est en train de faire des mises à jour. Donc la plateforme est suffisamment robuste. Néanmoins, nous sommes dans un pays où la connexion Internet n'est pas forcément la plus stable partout. Donc l'administration travaille à rendre les débits de connexion les plus élevés pour que les usagers puissent profiter des plateformes numériques à leur disposition. Voilà. Et cette plateforme est une réalisation 100% ivoirienne. Oui. Merci, M. Seoulou. C'est moi qui vous remercie. M. Seoulou, OGKD, merci d'avoir pu répondre à nos questions. Nous retenons que la justice ivoirienne est engagée dans une profonde transformation numérique avec e-justice.ci. Plusieurs démarches sont donc désormais simplifiées. Les délais de traitement sont réduits et les actes judiciaires gagnent en sécurité et en fiabilité. Ainsi s'achève cette édition de votre journal télévisé. Merci de votre fidèle compagnie. Très bel après-midi à toutes et à tous. Et n'oubliez pas, le mondial, c'est ici sur les antennes du groupe RTI, Radio Côte d'Ivoire, RTI Play et la 3. Merci de votre confiance et excellente suite de programmes sur la chaîne qui rassemble. À 15h, le journal des régions.